Les sujets qu'on préfère à Podcast Science, ce sont évidemment ceux qui envoient du bois. Avis aux chimistes de cœur ou aux botanistes amateurs, aux curieux qui passeraient par là et à celles et ceux qui font feu de tout bois. Ce soir, vous l'aurez compris, ce matériau est à l'honneur et nous avons la chance d'avoir un invité de qualité pour nous en parler. Thibaut Sauvageon est docteur en sciences du bois et des fibres, en plus d'être médiateur scientifique. Si vous pensez que le bois, c'est juste ce qu'on met dans la cheminée, dites-vous que c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce soir, on explose tous vos préjugés à ce sujet. Nous sommes le mercredi 13 décembre 2023, vous écoutez l'épisode 502 de Podcast Science, bienvenue. « 502e épisode, et pour ce soir, un tour de table incroyable, puisque nous avons toujours fidèlement Pascal depuis le nord de l'Alsace. Le sud de l'Alsace. Oh oui, pardon. Ça y est, je te mets au mauvais endroit en Alsace, ça ne va plus. Bonsoir tout le monde. Nous avons Cléora depuis Perduville. Salut à tous. Nous avons Johan depuis Paris. Le sud de Paris. Bonsoir. Et nous avons Thibaut Sauvageon, médiateur scientifique, ex-chercheur et spécialiste de l'explosion à la vapeur depuis Nancy. C'est très très mystérieux. Exactement, bonsoir. Et c'est moi et Léa qui aurait l'honneur de vous animer cette émission. Et ben, sans plus attendre, on va commencer. En général, je commence chaque épisode avec des invités par raconter comment je les ai rencontrés. Et en l'occurrence, j'ai eu un peu de mal à remonter le fil. En fait, Thibaut et moi, on s'est croisés à un congrès de l'AMCSTI. Et puis, on a fini par co-animer une tournée de sciences itinérante dans le Grand Est l'été dernier avec Anne Vicente, une autre médiatrice scientifique. Anne, si tu nous écoutes, un petit coucou. Et comme c'est très beau, le monde de la médiation, parce qu'on rencontre plein de gens intéressants, et ben voilà, Thibaut, comme médiateur scientifique, a eu une vie passionnante avant, puisqu'il étudiait le bois. Et je ne vous fais pas mariner plus longtemps, puisqu'il en parlera bien mieux que moi. Thibaut, est-ce que tu peux nous raconter ta vie ? Qui es-tu ? Alors, je sais pas si ça va intéresser tout le monde, mais puisqu'on me le demande, je vais le faire. Du coup, bah voilà, je suis Thibaut Sauvageon, j'ai grandi au sud de Lyon, entre la Drôme et l'Isère, dans une super belle région. J'aimais beaucoup la chimie, les sciences en général quand j'étais lycéen. Du coup, je suis allé faire une prépa et j'avais beaucoup envie de faire de la chimie, sauf que je m'étais rendu compte que quand on faisait de la chimie, c'était très souvent qu'on travaillait avec des produits issus du pétrole, avec des choses pas très propres. Et j'ai appris à ce moment-là qu'on pouvait faire de la chimie avec des plantes, et notamment avec du bois. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai postulé pour rentrer dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ENSTIB. C'est l'École nationale supérieure des technologies et industries du bois, qui se trouve à Épinal. C'est une école qui a des filières différentes. Il y a des personnes qui font de la construction en bois, qui calculent des structures de charpente. Il y a des personnes qui travaillent sur le matériau bois en tant qu'isolant, par exemple pour la construction, le bois énergie. Et moi, ce qui m'a vraiment intéressé, du coup, c'était vraiment la chimie du bois, qui est une chimie assez particulière. Du coup, voilà, j'ai fait mes études à l'ENSTIB, et pendant mes études à l'ENSTIB, j'ai eu la chance d'aller faire un semestre au Chili lors de ma 3e année, qui m'a beaucoup plu. J'ai fait mon stage de fin d'études au Mexique aussi, donc je me suis rendu compte que j'aimais bien voyager et puis découvrir aussi les sciences dans d'autres contextes que notre contexte bien français. Et suite du coup à mon stage au Mexique, je suis reparti vivre quelques temps au Mexique. Il faut dire que j'ai rencontré pendant mon semestre au Chili ma compagne, qui est actuellement ma compagne encore, et qui fait aussi de la communication des sciences. Voilà, du coup, j'ai fait quelques petits boulots au Mexique, assez loin du monde des sciences, puis j'y suis quand même revenu, puisqu'en 2014, on m'a proposé une thèse à Nancy, donc un peu moins exotique, et pas très loin d'Épinal. Et cette thèse, alors j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard, mais elle s'appelait « Caractérisation et valorisation des fibres de chanvre issues de sols et de matériel délaissés, cas du traitement par explosion à la vapeur ». Alors, je vous ai beaucoup parlé de bois jusqu'à maintenant, et là je vous dis que c'est sur le chanvre. Alors en fait, les fibres de bois et de chanvre, elles se ressemblent énormément d'un point de vue moléculaire, c'est pareil, on pourra en reparler tout à l'heure. Et du coup, pendant ma thèse, je m'intéressais à l'utilisation des plantes, notamment le chanvre, pour réhabiliter des friches industrielles qui sont riches en métaux lourds.
Donc l'idée, c'était de faire pousser des plantes sur ces sols pollués et de réutiliser les plantes pour les utiliser dans l'industrie comme matière première. Donc c'est ce que j'ai fait entre 2014 et 2017. Puis j'ai travaillé brièvement dans l'industrie, chez Ikea Industrie, qui souhaitait utiliser du chanvre justement dans différents de ses produits. Et je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce qui me plaisait, mais que j'étais plus intéressé par les sciences en général. Du coup, encore un autre petit virage, un autre virage. J'ai créé avec ma compagne, justement, Mariana Diaz, un projet de journalisme scientifique itinérant qui s'appelle Sciences Vagabondes. Et on a voyagé pendant 1 an et demi dans différents pays pour voir comment se font les sciences dans différents endroits du monde. On a un site internet, sciencesvagabondes.com, et on a un long métrage qui s'appelle Voyage autour des sciences, qui est en accès libre sur YouTube. Si jamais ça vous intéresse, je fais ma petite promo. Et donc on a voyagé, et la crise Covid nous a empêché de continuer ce voyage-là, donc on a dû s'installer à nouveau en France. Et depuis, je fais de la médiation scientifique à plein temps. Je suis à mon compte, je travaille sur différents types de formats, et je travaille encore beaucoup sur des thématiques qui sont liées au bois, justement, aux matériaux biosourcés, à la bioéconomie, ce genre de choses. Tu as fait plein de choses, de l'ingénierie à la recherche, à la médiation, à l'enseignement et tout. Et c'est pour ça que c'est ça qu'on aime chez les intervenants à Podcast Science. Alors, moi, je suis un peu jalouse parce que, très honnêtement, j'aurais bien aimé bosser sur les mêmes sujets que toi. D'ailleurs, j'ai déjà fait la blague, mais quand même, ça envoie du bois. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as fait pendant cette fameuse thèse sur le chanvre? Et peut-être, avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu peux nous parler un peu de la chimie du bois? Ouais, bien sûr. Pour pouvoir parler vraiment de mes travaux de thèse, c'est vrai qu'il faut savoir déjà à quoi ressemble une fibre, parce que j'ai vraiment travaillé sur les fibres. Déjà, le bois, pour commencer, c'est un matériau qui est vraiment complexe. Alors, comme tu le disais dans l'introduction, on s'imagine que le bois, c'est ce qu'on va mettre dans la cheminée, ou c'est ce qu'on va utiliser pour faire des cabanes. En fait, on a souvent des manières d'utiliser le bois qui sont à pas très haute valeur ajoutée, et ça fait souvent penser que c'est un matériau un peu vieux, un peu pas ringard, mais un peu désuet, quoi, qui est pas tout à fait à la pointe de la technologie. Alors qu'en réalité, c'est vraiment un matériau qui peut être très intéressant technologiquement parlant. Si on regarde le bois, à quoi il ressemble, en fait, c'est pas du tout un matériau qui est homogène. Déjà, on peut se rendre compte qu'il est constitué de fibres. Si vous arrachez un morceau de bois, vous voyez les fibres qui se détachent. Donc c'est déjà un matériau en fait qui n'est pas symétrique dans toutes les dimensions. On dit que c'est un matériau anisotrope. Il y a déjà un sens dans lequel vous pouvez le tenir. Et ces 3 dimensions-là en font un matériau qui est déjà complexe, même pour de la construction, par exemple. Vous savez tous que le bois, avec l'humidité, il va gonfler, il va se rétracter. Il gonfle pas, il se rétracte pas de la même manière dans les 3 dimensions. C'est pour ça, notamment, qu'il peut fissurer. Et donc, déjà, sa structure à échelle macroscopique, elle est déjà assez complexe, et il y a déjà un peu des défis techniques à relever pour pouvoir l'utiliser. Et si on zoome un peu plus sur la structure du bois, on se rend compte que plus on va zoomer, et plus on va avoir une structure qui risque d'être complexe en fait. On se rend compte que c'est vraiment un matériau qui est composite naturellement, donc il n'est pas composé d'un seul élément mais de plusieurs. Et si on veut vraiment se poser la question de qu'est-ce qui compose le bois, je vous disais que c'est un matériau qui est fibreux. Ce qui donne cette consistance fibreuse au bois, on va dire, c'est le principal constituant du bois. Est-ce que vous savez quel est le principal constituant du bois? La cellulose, non? Exactement, c'est la cellulose. La cellulose, c'est ce qu'on appelle un polymère. En fait, un polymère, c'est une très longue molécule qui est constituée de plein de molécules plus simples qu'on appelle les monomères et qui sont reliées les uns aux autres. Donc c'est une chaîne d'éléments unitaires. La cellulose, c'est le polymère qu'on retrouve le plus dans la nature en abondance. L'immense majorité du monde vivant est fait de cellulose. Et la cellulose, c'est une chaîne du coup de glucose, de sucre. Donc déjà, si on voulait valoriser autrement le bois, on se rend compte qu'on peut déjà en faire pas mal de choses, parce qu'on peut casser ces chaînes de cellulose pour en faire du sucre. Le sucre, vous savez que si on le fait fermenter, on en fait de l'alcool. Donc on peut faire des biocombustibles à partir de bois. Et même la cellulose, quand on veut l'utiliser telle quelle, on peut en faire du papier, on peut en faire tout plein de choses.
Du coup, ça, c'est le principal constituant du bois. Mais les fibres de cellulose, il faut qu'elles puissent tenir les unes aux autres. Et la cellulose, elle colle pas avec la cellulose. Il faut quelque chose qui englobe l'ensemble. C'est une autre molécule qu'on appelle la lignine, qui est aussi un polymère, mais qui est un polymère très complexe. En fait, c'est un gros assemblage de plein de structures plus simples. Et la lignine, c'est un peu le ciment du bois. C'est ce qui vient tenir toute la matière entre elles. J'ai fait un peu un raccourci en disant qu'elle venait coller les fibres de cellulose, parce qu'en fait, la lignine et la cellulose n'adhèrent pas l'une à l'autre, et il faut donc un troisième élément, c'est un troisième polymère qu'on appelle les hémicelluloses, et les hémicelluloses, elles adhèrent à la fois à la cellulose et à la lignine, et du coup elles permettent en fait d'assurer le maintien de la structure là. Du coup, les trois composants principaux du bois, c'est la cellulose, la lignine et les hémicelluloses, et on les retrouve dans des proportions différentes en fonction déjà du type de bois. En fonction, si par exemple on prend des fibres de chanvre, comme je parlais tout à l'heure, on va avoir les mêmes composants mais dans des proportions différentes que dans du bois. Si vous prenez du bois, il n'y aura pas la même composition chez les feuillus que chez les résineux. Au sein d'une même espèce de feuillus, vous allez avoir des différences d'un arbre à l'autre. Et même au sein d'un arbre, vous allez avoir des différences entre les différentes parties de l'arbre. Et finalement, il y a une assez grande variabilité dans tout ça, ce qui fait aussi que c'est assez dur à bien valoriser, parce qu'on n'est pas sur un matériau qui est synthétique. Est-ce que, parce que, pardon, j'ai une petite question, mais à quel moment on commence à parler de bois aussi? Parce qu'il y a des végétaux, genre une marguerite par exemple, ça tige, c'est pas du bois, si? C'est-à-dire que sur un chêne, je vois bien, sur une marguerite, je vois bien, et c'est à quel moment en fait, c'est que ça vient en fait qu'on appelle ça du bois? Exactement, c'est une bonne question, parce qu'il y a même sur une marguerite, c'est vrai que ça n'a pas spécialement l'aspect du bois, mais si on prend le bambou par exemple, on appelle ça du bois de bambou, mais d'un point de vue purement technique, en fait, le bambou est pas considéré comme du bois, parce qu'il n'a pas la même manière de croître. Dans le bois d'un arbre, la croissance de l'arbre, elle se fait par une couche. Alors en fait, l'arbre va grossir, chaque année, il va grossir en diamètre. Donc les couches se forment du centre vers l'extérieur. Et en fait, la couche de cellules qui est vraiment vivante et qui se reproduisent et qui produisent le bois, du coup, c'est une couche de cellules qu'on appelle le cambium. Et donc ça, c'est un point commun au bois. En fait, c'est du bois. Voilà, le bois a été formé par multiplication des cellules au niveau d'un cambium, et c'est pas le cas du bambou. Donc on considère pas le bambou comme du bois, même si sa composition peut s'en rapprocher au niveau chimique, quoi. D'accord. Ok. Pour les auditeurs et auditrices qui voudraient se souvenir un peu comment ça fonctionne la croissance en épaisseur chez les plantes pour faire le bois, on en avait parlé un peu dans l'épisode sur la dendrochronologie, donc comment, évaluer l'âge du bois en analysant les cernes. Exactement. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus aussi pour parler un petit peu des cernes aussi, pour montrer la complexité du matériau bois. Je vous parlais des trois dimensions. On va pas avoir les mêmes choses dans les trois dimensions. Il y a de la variabilité au niveau chimique, mais il y a de la variabilité aussi au sein des cernes, en fait. Si on voit apparaître des cernes, c'est parce que le bois pousse pas à la même vitesse au printemps qu'en été, et en automne et en hiver, il cesse sa croissance, et du coup, au sein même d'un morceau de bois, on va avoir des différences de comportement selon si on se place sur la partie foncée du cerne ou sur la partie claire, par exemple. D'un point de vue chimique, je vous ai parlé donc des trois composants principaux qui donnent la structure au bois, mais il y a aussi tout plein d'autres molécules qu'on appelle les extractibles, qu'on retrouve dans le bois. Alors pourquoi on les appelle les extractibles? Simplement parce que c'est des molécules qui se baladent de manière assez libre à l'intérieur du bois, à l'intérieur de la structure dont je vous parlais, et on peut les extraire simplement en fait en utilisant des solvants, tout comme on fait quand on se prépare du café ou du thé. En fait, on fait passer de l'eau chaude, on fait traverser notre matériau par de l'eau chaude, et l'eau chaude entraîne avec elle des molécules. Le bois, c'est pareil, on peut, comme du thé, le faire tremper dans de l'eau chaude et extraire certaines molécules. Alors ça peut être de l'eau chaude, mais ça peut être d'autres types de solvants. Et du coup, ces molécules-là, les extractibles, ont une vraie valeur d'un point de vue chimique, parce que c'est souvent
dans les extractibles qu'on va retrouver toutes les propriétés intéressantes du bois. Si certains bois ont une couleur spécifique, s'ils ont une odeur spécifique, ça vient justement des extractibles. Et il y a beaucoup d'extractibles qui ont des propriétés antioxydantes, qui ont tout type de propriétés. Et donc, quand on parlait aussi de la valorisation du bois dans la cheminée ou pour faire des cabanes, en fait, il y a des valorisations beaucoup plus intéressantes, notamment avec ces molécules-là qu'on peut utiliser pour produire des produits cosmétiques ou pharmaceutiques, par exemple. Donc voilà, en gros, de manière assez résumée, à quoi ressemble le bois et les fibres végétales un peu à différentes échelles. Et pourquoi je vous parle de tout ça je vais revenir vers mon sujet de thèse un petit peu. Si on veut pouvoir valoriser les différents composants du bois et avoir une plus grande valeur ajoutée justement au bois, c'est important de pouvoir séparer tous ces composants-là. Alors pour les séparer, comment on s'y prend ? On peut utiliser une méthode mécanique, c'est-à-dire en les broyant, en tirant dessus. Ça peut être une option. On peut utiliser aussi des méthodes chimiques. Donc on va mettre des produits chimiques qui vont réagir avec un composant et pas avec l'autre, par exemple, ce qui va permettre de les séparer. Mais en fait, la grosse problématique de toutes ces méthodes-là, c'est que vu qu'on va détruire une partie ou une autre, on va les arracher, tout ça, on va pouvoir les séparer, mais avec des pertes, on va dire, et on a tendance à trop détruire les différents composants. Et le vrai enjeu, c'est de pouvoir déstructurer le bois tout en gardant ses molécules intactes pour pouvoir les valoriser derrière. Donc il y a un vrai enjeu, il y a des vrais travaux de recherche en chimie du bois, justement, pour séparer les composants du bois sans trop les abîmer. Voilà, du coup, ça c'est pour la partie un peu générale sur la chimie du bois. Ma thèse en particulier, elle s'inscrivait dans un contexte qui est un peu plus local et un peu plus particulier, on va dire. En fait, elle s'inscrivait dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet L'Or Vert, qui a été financé en 2011 et 2019, si je dis pas de bêtises. Et l'idée du projet L'Or Vert, c'était de réhabiliter des friches industrielles dans la région Grand Est. Dans la région Grand Est comme ailleurs, il y avait beaucoup de métallurgie, de sidérurgie, et puis toutes ces industries ont fermé, et on se retrouve aujourd'hui avec des friches industrielles qui sont polluées par des métaux lourds, donc les sols contiennent du plomb, du cadmium, différents types de métaux. Et la problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ces friches industrielles ? C'est de l'espace perdu, et c'est pollué en plus de ça. Et du coup, l'idée du projet L'Or Vert, c'était de réhabiliter ces friches industrielles en faisant pousser des plantes. Il peut y avoir plusieurs objectifs à ça. Il y a ce qu'on appelle déjà la phytorémédiation. Ça peut être des plantes qui absorbent ces métaux. Donc on va nettoyer les sols avec les plantes en faisant pousser des plantes. Et on essaye de récupérer les métaux dans les plantes. Mais on peut aussi très bien faire pousser des plantes qui vont pas spécialement absorber les métaux, mais pour lesquelles les métaux vont pas être un problème pour leur croissance. Et c'est le cas du chanvre notamment. Et donc voilà, on avait plusieurs types de fibres qui poussaient sur des parcelles expérimentales dans le projet L'Or Vert: le peuplier, le chanvre, l'ortie et une autre plante, une herbacée qui s'appelle Nochea. Et du coup, ma thèse, c'était de travailler sur le chanvre qui avait poussé sur ces parcelles-là et de voir si on pouvait valoriser les fibres de chanvre qui étaient issues de ces parcelles polluées. Donc l'objectif, il était un peu double. Il était à la fois à partir de ces fibres, d'en éliminer les métaux lourds, si on avait, et à la fois de défibrer le chanvre, c'est-à-dire de rendre ces fibres plus fines pour pouvoir les utiliser ensuite comme matière première dans l'industrie. Donc le chanvre, je sais pas si tous les auditeurs le connaissent, c'est une plante qui pousse très bien en région Grand Est et qui pousse dans beaucoup d'endroits du monde aussi, mais qui a été très cultivée à une époque, qui l'est beaucoup moins aujourd'hui. On l'utilise sur... Peut-être que si tu donnes son nom scientifique, les gens, ça va leur dire quelque chose. Alors oui, son nom scientifique, je sais pas si parmi vous, il y en a qui le connaissent, c'est cannabis en fait. Donc il est connu, il est plus connu pour ses usages thérapeutiques ou récréatifs, mais avant tout c'est une plante à fibres. Et pendant vraiment très longtemps, on a utilisé le chanvre pour en faire du textile, des cordes, des voiles de bateau par exemple. Pour la petite anecdote, tout le monde connaît peut-être la Canebière à Marseille. La Canebière tire son nom du cannabis, justement, du chanvre. C'était le plus gros comptoir de chanvre de l'époque. Et justement, on utilisait le chanvre à cette époque pour la marine, en fait, pour faire les voiles de bateau, les cordes de bateau, tout ça. On a des réactions dans la chatroom de gens qui disent on ne connaît pas du tout cette plante.
Faut peut-être préciser quand même que, on cultive beaucoup de chanvre en Grand Est, mais du coup la variété qu'on cultive, doit avoir, un taux de THC qui est la molécule, Oui. qui nous fait halluciner un peu, un taux de THC, très bas, Oui, à moins de 0,1 % effectivement. sinon c'est illégal. Et c'est d'ailleurs un peu compliqué, enfin compliqué non, mais il y a pas mal de démarches administratives à faire pour se procurer les graines, pour les agriculteurs. Il y a des contrôles aussi, mais ça, c'est assez récent aussi. D'ailleurs, vu qu'on parle du chanvre, je m'éloigne un petit peu du bois, mais l'histoire du chanvre est assez intéressante aussi. C'est vraiment une plante qui a été cultivée en abondance et à l'époque, il y a quelques siècles, quand on cultivait du chanvre, on n'avait pas des variétés à fort taux de THC et d'autres à faible taux de THC. En fait, c'était un chanvre moyen, donc qui contenait un peu de THC, mais pas tant que ça non plus. Et en fait, il y a eu toute une histoire économique derrière. Enfin, aux États-Unis, il y avait beaucoup de champs de coton et l'industrie pharmaceutique était divisée entre l'utilisation justement des cannabinoïdes et des opiacés, avec l'opium notamment. Et donc il y a eu une histoire de lobby qui a poussé derrière à faire interdire le chanvre sous prétexte que c'était une drogue, alors qu'à cette époque-là, c'était pas une drogue qui était très consommée, on va dire. Et du coup, voilà, ça a été un tour de force des États-Unis qui ont réussi à faire interdire le chanvre. Et à l'époque, De Gaulle en France et les Russes ont tout fait pour pouvoir continuer la culture du chanvre. Et ils ont financé des travaux pour permettre justement l'obtention de variétés sans THC. Donc les variétés de chanvre qu'on utilise actuellement, de chanvre industriel, ne contiennent pas de THC, effectivement. Et c'est à peu près depuis quand qu'on l'utilise pour ces usages-là? Parce que j'imagine que, enfin, à l'époque où on en faisait des cordes et des voiles de bateau, il n'y avait pas énormément forcément de gens qui les fumaient, en tout cas en Europe, si? Non, exactement. On le voyait vraiment comme une plante à fibres. En fait, depuis l'Antiquité, le chanvre est utilisé pour tout autre type d'usage. D'ailleurs, c'est assez marrant, il y a pas mal, enfin, on le cultive beaucoup dans le Grand Est, et il y a pas mal de petits villages du Grand Est qui, sur leur blason, ont des feuilles de cannabis représentées. En fait, c'est des blasons médiévaux, et c'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais c'est vrai qu'à cette époque, les gens s'imaginaient même pas, se représentaient pas cette plante-là comme une drogue, quoi. Pour eux, c'était vraiment le chanvre, voilà, le chanvre à fibres. Après, l'usage du chanvre comme drogue récréative, c'est vrai que je sais pas vraiment de quelle époque ça date. J'imagine qu'on utilisait déjà le chanvre pour des usages médicaux, thérapeutiques. Après, vraiment, le fumer tel que ça peut se faire aujourd'hui, je sais pas du tout. Oui, et du coup, j'imagine, alors on sort peut-être, un peu de ta thèse, mais c'est quand même tout un procédé de faire du textile et tout ça et des cordes à partir du chanvre, c'est pas hyper facile. Alors, si c'est pour faire des cordes ou des voiles de bateau, en fait, c'est pas très compliqué. Quand on prend le chanvre, du coup, c'est une plante qui pousse assez haut, quoi, qui peut facilement faire 2 mètres, 2 mètres et demi. Et en fait, c'est une très longue tige. Et la tige, elle est elle-même composée de 2 éléments. Il y a ce qu'on appelle la chènevote, ou le bois de chanvre, même si c'est pas vraiment du bois, et les fibres. En fait, la chènevote ou le bois de chanvre se situe au centre de la tige, et sur c'est ce qui donne en fait la structure, la résistance au chanvre, sa force. Et autour de la tige, du coup, il y a les fibres qui lui donnent plus sa flexibilité, sa souplesse. Donc la tige de chanvre, elle est composée de chènevote et de fibres. Et quand on veut séparer les deux, traditionnellement, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe le chanvre, on le laisse par terre dans les champs, et c'est une étape qu'on appelle le rouissage. En fait, on va laisser des bactéries dégrader les molécules qui tiennent la chènevote et les fibres entre elles. Et ensuite, par simple action mécanique, on va taper sur la tige, on va casser le bois qui est à l'intérieur, puis on peut récupérer la fibre brute. Et avec la fibre brute de chanvre, on peut facilement en faire des cordes, du textile, ce genre de choses. Le gros problème du chanvre, c'est qu'en fait, si on regarde ce qu'on pourrait appeler une fibre de chanvre, en la séparant des autres, en réalité, elle est constituée d'autres fibres qui sont beaucoup plus petites. Et pour rendre le tissu en chanvre beaucoup moins rugueux et plus doux, on va dire, il faut réussir à séparer toutes ces fibres-là. Et donc, il y a un vrai enjeu aussi avec le chanvre, parce que si on voulait utiliser du chanvre plutôt que du coton, pour utiliser des matériaux plus locaux, tout ça, il faudrait réussir à séparer les fibres de chanvre pour les affiner presque autant que du coton.
Et là-dessus, il n'y a pas vraiment de remède miracle, parce que si on utilise juste une action mécanique, qu'on va peigner le chanvre, on va casser la longueur des fibres en même temps. Enfin, on va l'affiner, mais on va réduire la longueur des fibres et on ne pourra pas forcément en faire du textile. Et l'autre méthode, ça serait d'utiliser des produits chimiques aussi qui vont grignoter un peu ce qui tient les fibres entre elles, et pour affiner les fibres, sauf que on utilise des produits chimiques qui sont aussi un peu polluants à produire, qui sont pas toujours très respectueux de l'environnement. Et du coup, pendant ma thèse, on avait un peu, avec mon équipe, du coup, cette ambition-là d'essayer de trouver une technique qui permette de séparer les fibres de chanvre sans trop les abîmer. Et on a fait des premiers essais avec un bain d'ultrasons. Enfin, on a essayé différentes choses qui fonctionnaient pas terrible. Et puis on a eu l'idée de se tourner vers un procédé qui est vraiment très vieux, mais qui a jamais vraiment servi dans l'industrie, qui s'appelle l'explosion à la vapeur. Donc c'est là qu'on arrive au moment intéressant où tout va péter. Donc on va parler d'explosion maintenant. Qu'est-ce que c'est que l'explosion à la vapeur ? En fait, l'idée, c'est simplement de charger les fibres d'eau et de les mettre dans un réacteur. Donc c'est simplement un récipient fermé qu'on va remplir de vapeur d'eau et qu'on va mettre sous pression. Et on va avoir le même phénomène que dans une cocotte minute. Dans une cocotte minute, on va pouvoir chauffer, la pression va monter. Et si la pression monte, on va pouvoir aller plus haut en température sans que l'eau entre en ébullition. Donc on va garder de l'eau qui va être liquide mais à haute température. Dans une cocotte minute, je crois qu'on est autour de 3 bars. Là, dans un réacteur d'explosion à la vapeur, on peut monter à 20 bars, on peut monter même plus haut que ça. Et l'idée, donc, c'est d'arriver autour de 200 degrés, mais avec une telle pression que l'eau reste liquide à 200 degrés. Et donc, on va avoir une première phase qu'on appelle le vapocraquage. En fait, le fait que la fibre soit chauffée autant avec de l'eau va provoquer des réactions chimiques qui vont détacher les fibres les unes des autres. Et ensuite, on a un système dans ce réacteur-là qui permet de relâcher la pression d'un seul coup avec une vanne pneumatique qui s'ouvre d'un coup. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe exactement la même chose que si vous ouvrez une cocotte minute sous pression. En fait, tout vous pète à la gueule. Parce qu'en fait, la pression retombe, mais la température reste à 200 degrés. Et du coup, toute l'eau qui est liquide à 200 degrés passe sous forme de vapeur instantanément. Et donc, vu que la vapeur d'eau occupe plus de volume que l'eau liquide, il va y avoir une déflagration et toute la matière va exploser de l'intérieur. Et donc avec ce procédé-là, on va avoir à la fois le traitement chimique en chauffant et avec l'acidité de la fibre, on va déjà détériorer la fibre, et on va avoir l'action mécanique, mais sans avoir à tirer sur la fibre, donc on va pas l'arracher, on va vraiment la faire exploser de l'intérieur pour l'affiner. Donc on avait l'idée d'utiliser ce procédé-là. Je vous disais que c'est un procédé qui est très vieux. En fait, c'est vraiment un vieux procédé qui date de la fin du 19e siècle. En fait, il y avait déjà des tentatives de déstructuration du bois avec ce genre de procédé. L'idée à l'époque, c'était pas d'affiner le chanvre, mais c'était de casser le bois pour récupérer la cellulose, puis le glucose, et pour en faire du bioéthanol, par exemple, ou pour affiner la matière, quoi. Et en fait, ce qui est intéressant avec l'histoire de ce procédé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu des époques où on a voulu l'utiliser, et à chaque fois, il s'est passé des choses dans l'histoire qu'on fait que un coup on travaillait dessus, un coup on l'oubliait, un coup on travaillait dessus, un coup on l'oubliait. Et en fait, un exemple de tout ça, c'est par exemple dans les années 1930 en Allemagne. Les gens en Allemagne, dans ces années-là, ils faisaient des choses pas très très bien, et ils le savaient, et du coup, ils avaient peur d'avoir des embargos sur certains types de matières, notamment sur le coton et notamment sur le pétrole aussi. Et du coup, ils voulaient utiliser du bois pour faire du bioéthanol et du chanvre pour faire du textile. Du coup, ils ont lancé des recherches sur l'explosion à la vapeur à cette époque-là. Et puis l'avènement du pétrole à la suite de ça qui a fait qu'on a complètement délaissé ce procédé-là, puisqu'on a trouvé du pétrole en abondance. Donc le procédé est tombé dans l'oubli à ce moment-là. Si on regarde les travaux de recherche qui ont été faits à nouveau sur l'explosion vapeur, il a fallu attendre le krach pétrolier des années 70, où le pétrole est devenu très cher et il fallait trouver des alternatives. Donc il y a à nouveau eu un peu des recherches sur ce sujet-là, puis ça a à nouveau tombé en désuétude. Du coup, là, la nouvelle vague de recherche, c'est actuellement, en fait, avec la crise écologique et la transition écologique qui est nécessaire aujourd'hui, on cherche un peu des solutions pour substituer le pétrole par d'autres sources de molécules d'intérêt, ce genre de choses, et pour remplacer le coton par du chanvre, tout ça. Dans une dystopie où il n'y aurait pas eu de Première Guerre mondiale ou de Deuxième Guerre mondiale, et où on n'aurait pas trouvé beaucoup de pétrole, du coup, on saurait déjà
faire de l'explosion vapeur et déstructurer des fibres de bois pour en faire n'importe quoi, tu penses? Alors si on n'avait pas pu trouver tout ce pétrole-là, oui, ça aurait peut-être pu être une piste. Après, de toute façon, pour faire des recherches là-dessus, il y a un peu besoin de pétrole aussi. Enfin, c'est un peu ce que, pas dénonce, mais ce que met en avant un peu Jean Covici par moment aussi, c'est que finalement, pour développer ce genre de technologie, on est bien obligé un peu d'avoir une source d'énergie abondante. Donc je sais pas jusqu'où on serait allé, mais oui, il y aurait eu plus de recherches là-dessus, c'est sûr. C'est un peu ce que j'allais dire pour, industrialiser, tout ça, pour faire, des cocottes minutes géantes pour exploser tout ça. Ça j'imagine qu'effectivement, il faut une quantité d'énergie assez folle, non? Alors, ouais, l'énergie qu'il faut, principalement, c'est chauffer de l'eau autour de 200 degrés pour pouvoir appliquer ce traitement-là. C'est pas mal d'énergie, mais après, il faut comparer aussi si on n'utilisait pas ce procédé-là, mais qu'on utilisait des produits chimiques, on serait pas obligé de chauffer autant, mais combien il a fallu chauffer pour produire les produits chimiques qu'on va utiliser? Enfin, c'est souvent une question qui est très difficile à trancher, et c'est pas évident de savoir ce qui est mieux et ce qui est moins bien. Mmh. En fait, ce procédé-là, je pense qu'il serait vraiment hyper intéressant si on arrivait à l'intégrer en fait dans un système qui produit déjà de la vapeur d'eau. Alors on pense par exemple aux centrales nucléaires, je suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit pour installer de l'explosion vapeur parce que tout est déjà bien en place, tout ça, mais il existe des types d'industries en fait qui produisent de la vapeur d'eau et qui est considérée comme un déchet qui est relâché. Si on pouvait réutiliser cette chaleur-là pour faire de l'explosion vapeur, on baisserait considérablement le coût énergétique du procédé, quoi. Il faut le faire dans des pays où il y a de la géothermie. Ouais, aussi, ça pourrait. Après, c'est vrai qu'on est toujours, enfin, il y a toujours des tas d'enjeux qui peuvent être contradictoires. Enfin, le but aussi d'utiliser ce genre de technologie, c'est d'utiliser de la matière locale, du chanvre plutôt que du coton. Si on doit aller super loin pour effectuer le traitement de la matière, puis la ramener, tout ça, enfin, c'est pareil, c'est des calculs à faire. Il y a rien de simple, hein, tout est compliqué. Ouais, là, on se projette dans un futur où on aurait, assez de cocottes minutes et suffisamment grandes pour, remplacer toute l'industrie textile, mais, on n'en est pas encore là, je crois. Non, non, pas du tout. Tu peux du coup, nous expliquer un peu, les étapes de développement par où vous êtes passé et où est-ce que vous en êtes actuellement? Ouais, bien sûr. Alors, quand on développe justement un procédé industriel, il y a différents niveaux d'avancée de la technologie. C'est les niveaux TRL, on appelle ça. Alors, je sais plus le sigle, c'est Technology Readiness Level. Genre le niveau de maturation, on va dire, d'une technologie. Du coup, quand j'ai commencé ma thèse en 2014, on en était au stade de l'idée. En 2016, on a pu construire un prototype sur lequel on a fait des essais, mais c'était vraiment à l'échelle laboratoire. Et en fait, les TRL dont je vous parlais, ils vont du niveau 1 à 9. Le niveau 1, c'est vraiment simplement le principe de base qui est observé ou décrit. Et plus on augmente en TRL, le TRL 9, c'est le plus haut. En fait, c'est quand le système il est achevé et il peut fonctionner dans l'industrie. Du coup, le premier pilote qu'on a développé en 2016, on considère qu'il est au niveau 4 TRL, c'est-à-dire que le but c'était vraiment de valider l'idée au niveau laboratoire. Et donc c'est ce qu'on a pu faire. J'ai fait pas mal d'essais sur du chanvre, mais aussi sur d'autres choses, pour voir si sur des petites quantités ça fonctionnait. Alors c'est un prototype qui est pas très grand, il est à l'échelle laboratoire, il permet de traiter quelques grammes de matière seulement. C'est quand même un prototype qui a coûté assez cher, je crois qu'on était pas loin de 4 ou 500 000 euros pour le développement du procédé. C'est ce qui est un peu étonnant des fois quand on parle de procédé industriel, c'est que c'est pas forcément la taille du procédé, du réacteur qui détermine le coût sur un réacteur laboratoire comme c'est le cas ici. Il est beaucoup plus petit en taille qu'un réacteur industriel, mais il est beaucoup plus flexible dans sa manière de faire varier les paramètres. On peut jouer sur la température, on peut jouer sur le temps de traitement, on peut injecter des gaz en plus de la vapeur d'eau dans le réacteur. En fait, il permet vraiment de faire toutes sortes d'essais pour pouvoir valider tel ou tel type d'essai. Et une fois qu'on a pu valider tout ça, donc à partir de 2016, ça a mené à la publication de pas mal de travaux de recherche avec ce matériel-là. Et il a fallu augmenter un peu en taille. Et là maintenant, on en est à un prototype qui a été inauguré cette année à Épinal, toujours au LERMAB, donc le laboratoire d'études et de recherche sur le matériau bois, où s'effectuent ces recherches-là. Donc on est sur un niveau TRL 6, donc là c'est vraiment plus l'échelle, c'est plus la validation à l'échelle laboratoire, mais c'est plus un niveau déjà de démonstration dans un environnement représentatif, on dit. Donc
Donc on n'est pas vraiment sur de l'échelle industrielle, mais il faut pouvoir montrer en fait que ça fonctionne pas que sur quelques fibres, mais sur des plus grandes quantités. Et sur le premier prototype qu'on avait développé, on pouvait traiter quelques fibres, les analyser, regarder leur diamètre, faire des analyses chimiques. Là, sur ce nouveau modèle qui est un peu plus gros, on ne traite plus quelques grammes de fibres, mais quelques kilos. Donc on peut déjà produire suffisamment de fibres pour faire des carrés de textile, par exemple, et pour vraiment tester le produit fini avec. Et voilà, donc ce réacteur-là a été inauguré cette année. Et quand on parle d'industrialisation, là, on vise plutôt une industrialisation pour 2030, si tout se passe bien. Donc tu vois, là, il se sera écoulé une quinzaine d'années entre le moment où il y a l'idée et le moment où on peut en faire quelque chose vraiment. Alors j'ai eu la chance d'aller visiter du coup le le prototype industriel dans les locaux là à Épinal, et c'est assez impressionnant parce que c'est quand même une grosse machine quoi, ça fait plusieurs mètres de haut, et moi j'étais surprise un peu des quantités qu'on pouvait exploser avec une machine de cette taille. On s'attend à pouvoir faire des quantités faramineuses et en fait pas tant que ça encore, donc il y a encore du travail jusqu'à 2030 je crois. Oui, c'est ça. En plus, ce qui peut rendre difficile l'industrialisation, c'est aussi effectivement le rendement. Et là, on est sur un système qui fonctionne en batch, on dit. On a soit des systèmes en continu, soit en batch. En continu, c'est on charge la matière et il y a de la matière qui sort à la fin. Et voilà, le traitement se fait en continu. Ici, sur l'explosion vapeur, il faut charger le réacteur, il faut ensuite faire rentrer la vapeur, il faut attendre quelques minutes, il faut provoquer l'explosion, il faut décharger, et ensuite on peut recharger. Et donc il y a un peu, un frein à lever justement là-dessus. Il existe des systèmes qui permettent de passer d'un fonctionnement en batch à un fonctionnement continu. Ça marche bien souvent sur des choses qui ressemblent plus à de la poudre. Par exemple, sur de la sciure de bois, on peut utiliser des vis sans fin qui vont transporter la matière, et au moment où la fibre se trouve dans le fuseau avec la vis sans fin, il y a une montée en pression. Ça marche bien pour de la sciure de bois. Pour des fibres, ça marche beaucoup moins parce que les fibres, elles s'enroulent autour de la vis. Voilà, c'est plus compliqué. Donc après, voilà, il reste quelques problèmes comme ça techniques à gérer, mais là, c'est vraiment plus un problème de génie des procédés, et c'est encore une autre discipline. Ok, alors du coup, toi tu travaillais plutôt sur un prototype type laboratoire, donc de Oui. petites quantités de choses à exploser. Qu'est-ce que tu as fait exploser pendant ta thèse du coup? Alors ouais, on a reçu le prototype pendant ma thèse, j'étais à peu près en milieu de thèse, et c'est vrai que j'étais un peu comme un enfant qui reçoit un cadeau pour Noël, quoi. J'avais enfin le résultat enfin, c'était pas vraiment le résultat, mais ouais, si, toute la conception, les calculs et tout ça, on allait enfin voir si ça allait fonctionner. Donc j'avoue qu'il y a eu un peu une phase au début de stress un peu, parce qu'on se dit, bon, on met un demi-million là-dedans, et qu'est-ce qui se passe si ça fonctionne pas du tout, quoi. Donc ouais, finalement, oui, ça a plutôt bien marché. Donc j'ai surtout fait exploser des fibres de chanvre au début, mais j'avoue qu'on a eu un peu la curiosité de faire exploser d'autres choses pour voir ce qu'on pouvait en faire. Et voilà, mon directeur de thèse, Nicolas Brosse, que je salue s'il écoute, il aimait bien essayer aussi différentes choses. Il s'arrêtait le matin en venant en voiture au labo, en ramassant des mauvaises herbes sur le bord de la route pour essayer de les faire exploser. On a fait exploser des coquilles d'huîtres, on a fait exploser tout type de bois, des morceaux de caoutchouc. On a vraiment essayé tout plein de choses pour voir ce que ça pouvait donner. Peut-être le truc le plus surprenant qui a été explosé dans le labo, c'est des poils de chat et de chien. Ça s'est fait en partenariat avec une start-up qui s'appelle Brosser, et qui veut valoriser les poils de chat et de chien qu'on récupère dans les salons de toilettage. Il y a 6000 tonnes qui sont produites chaque année dans les salons de toilettage et qui ne servent à rien, qui partent directement à la poubelle. Et il y a vraiment des molécules d'intérêt, il y a de la kératine, il y a différentes choses dans cette matière-là. Et donc l'explosion vapeur pourrait servir aussi à valoriser ce genre de biomasse. Donc oui, même si l'Airmab est spécialisé dans le bois, il y a aussi toute la biomasse en général qui peut intéresser, quoi. Dans la chatroom, on demande si la recherche veut leurs poils aux auditeurs pour les valoriser. On pourrait lancer une grande collecte, effectivement. Vous n'avez pas testé des cheveux ou des poils humains Non, ça on n'a pas essayé.
Et du coup, en explosant les fibres de chanvre, est-ce que ça marche bien? Vous avez réussi à sortir quel type de matière d'intérêt, du coup? Alors oui, on a eu des plutôt bons résultats. On a pu valoriser ces fibres après sous deux formes d'application. On a fait du textile déjà. Alors, c'est très compliqué toujours avec les fibres de chanvre de mettre 100% de fibres de chanvre et d'avoir un textile qui est vraiment fin. Donc on a dû le mélanger à du coton et on a réussi à mettre jusqu'à 30% de fibres de chanvre tout en ayant du textile qui soit vraiment, qui ait des caractéristiques vraiment acceptables. Et l'autre voie de valorisation, c'était les matériaux composites. Donc en fait, on récupère les fibres et on les coule en fait dans une résine ou dans du plastique. Et ça va permettre d'alléger le plastique, d'utiliser moins de plastique et plus de fibres végétales. Et ça va même améliorer les propriétés du plastique, quoi. Donc on a fait quelques essais qui ont été plutôt concluants aussi. Sur la partie textile, ouais, je disais que c'est dur d'aller à 100% de fibres de chanvre. En fait, le gros problème, je pense, c'est pas seulement qu'on n'arrive pas bien à traiter les fibres de chanvre, mais c'est vraiment toute l'industrie du textile qu'il y a derrière. En fait, tout est tellement pensé pour le coton et toutes les machines sont tellement optimisées pour le coton qu'on essaye par des travaux de recherche de donner des caractéristiques au chanvre qui soient celles du coton. Et du coup, bah forcément, on se casse un peu les dents dessus et c'est compliqué. Et on prend des fois un peu le problème à l'inverse. On ferait mieux peut-être de construire des machines textiles qui soient adaptées au chanvre. Et évidemment, même les fibres de coton seraient pas des bonnes fibres si toutes les machines étaient adaptées au chanvre, quoi. Donc il y a un peu ce double objectif-là, à la fois d'améliorer les propriétés des fibres de chanvre, mais aussi tous les procédés qui vont derrière, quoi. Et pareil, une autre problématique qu'on peut remarquer dans l'industrie textile, c'est que ce qui prend du temps et ce qui est compliqué, c'est de régler les machines en fonction des propriétés des fibres. Comme je disais tout à l'heure, c'est des fibres végétales, donc elles sont pas toutes les mêmes. En fait, il y a une grande variabilité. Il y en a qui sont beaucoup plus longues que d'autres. Il y en a qui sont plus fines. Voilà, elles sont toutes différentes. Et l'avantage que le coton a, c'est que vu que c'est une grosse industrie, l'industrie textile achète du coton chez plein de fournisseurs qui viennent de plein d'endroits du monde. Et malgré la variabilité de chaque lot de fibres, ils arrivent toujours en les mélangeant à avoir un mélange qui soit toujours le même. Parce qu'ils vont mettre plus de longues fibres. Enfin, ils vont s'arranger pour mettre des proportions différentes à chaque fois, mais pour que le mélange soit toujours le même, et ce qui permet d'utiliser les mêmes machines sans faire trop de réglages. Et le problème avec le chanvre, c'est que vu qu'on est sur des productions vraiment plus petites, on peut pas appliquer ce genre de technique, et donc on est obligé toujours de revoir les réglages de machines, de refaire des essais, et ça, voilà, ça prend du temps et ça coûte finalement de l'argent, quoi. Donc finalement, ce qui pourrait poser des freins aussi à l'utilisation du chanvre, c'est pas que le traitement de la fibre de chanvre, mais c'est vraiment toute la filière qu'il faudrait revoir aussi. Et il y a du travail qui est fait là-dessus. Alors, c'est super intéressant parce que donc, dans la visite justement qu'on a fait la semaine dernière, j'ai pu découvrir que sur le site de l'Enstib, il y avait plein de gens qui travaillaient sur plein de matériaux, différents, et on est passé notamment au CT-LOR. Alors je me rappelle plus pourquoi c'est l'acronyme, mais ils ont des tissus de toutes sortes, faits à base de toutes sortes de plantes, et c'est assez fascinant. Il y a des gens qui travaillent sur les isolants, il y a des gens qui travaillent sur, des agrégats de bois, pour de la construction, c'est assez fou. Alors, est-ce qu'il y a des pistes comme ça, un peu rigolotes dont tu peux nous parler, de trucs qui se font là-bas? Oui, alors le CTLOR, c'est le Centre d'essai textile lorrain. Et le CTLOR se situe sur le campus Bois et Épinal, là où se situe aussi le LERMAB. Donc il y a beaucoup de travail qui se fait en collaboration entre les deux. Et c'est vrai que depuis que j'ai terminé ma thèse, du coup, il y a eu l'équipe de recherche dans laquelle j'étais et qui travaille sur la valorisation des fibres, travaille de plus en plus sur l'explosion à la vapeur, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'applications possibles que simplement le textile et les composites. En fait, le fait de pouvoir déstructurer la matière de cette manière-là, ça ouvre la porte à des tas d'applications derrière. Un exemple que je peux donner, par exemple, comme ça, c'est les panneaux de particules. Vous voyez tous les meubles Ikea, c'est pas du bois brut en fait qu'ils utilisent, mais c'est de la sciure de bois qui a été recollée pour en faire des panneaux. Ces panneaux de particules, ils contiennent donc du bois et de la colle.
Et le problème, c'est que la colle est tellement puissante et elle fonctionne tellement bien qu'une fois qu'on a produit un panneau, on n'arrive pas à le recycler parce qu'on peut pas séparer le bois de la colle. Donc ce qui se fait, c'est des fois qu'on on va broyer ces panneaux-là et on va les réintégrer dans des nouveaux panneaux, mais le taux de colle va trop augmenter parce qu'il y a la colle des anciens panneaux qui se retrouve dans les nouveaux. Enfin, c'est vraiment une catastrophe et très souvent quand vous emmenez des panneaux de particules justement dans des déchetteries, très souvent ils sont simplement enfouis ou incinérés et on peut rien en faire d'autre, quoi. Avec l'explosion vapeur, on s'est rendu compte que le fait de de le faire tremper dans de l'eau et de l'exploser sous pression, ça permet de dissoudre la colle et on va retrouver la colle dans la partie liquide qu'on récupère à la fin et on va récupérer le bois, donc libéré de la colle à part et on va pouvoir réutiliser donc les copeaux de bois pour en faire des nouveaux panneaux sans augmenter artificiellement le taux de colle, quoi. Donc là, il y a des vrais, c'est un vrai enjeu, il y a vraiment des quantités énormes, j'ai pas les chiffres en tête, mais le recyclage des panneaux de particules, c'est un vrai enjeu de recherche, à l'échelle de la recherche sur le bois, bien sûr, mais c'est un vrai sujet, quoi. Et l'explosion vapeur pourrait permettre ça, par exemple. Il y a d'autres types d'applications auxquelles on peut penser. Par exemple, je sais pas si vous avez entendu parler déjà des mycocomposites. C'est un sujet de recherche qui est plutôt à la mode en ce moment, mais qui est vraiment très récent. On n'en entendait pas parler il y a quelques années. Myco, ça veut dire champignon, et puis les composites, ça veut dire que c'est un matériau qui est composé de plusieurs autres matériaux. En fait, les mycocomposites, ça consiste à faire se développer du mycélium, donc un champignon, sur des copeaux de bois. Et en fait, les copeaux de bois vont se retrouver emprisonnés au milieu d'une grosse masse de champignons. Et si vous passez ce matériau-là que vous avez obtenu après une semaine ou deux de développement, si vous le passez dans un four, vous allez tuer le champignon et vous allez vous retrouver avec un matériau qui a des propriétés assez intéressantes, en fait, qui peut ressembler par certains aspects à du polystyrène. C'est un matériau qui est assez léger, vous pouvez le presser pour en faire des matériaux plus compacts, et du coup, c'est un matériau qui est 100% naturel, vous avez rien rajouté, ni qui vient du pétrole, ni de produits trop modifiés. Et ça pourrait très bien servir pour faire de l'emballage alimentaire, par exemple. Il y a des tas d'utilisations possibles avec les mycocomposites. Et pour faire des mycocomposites, on peut utiliser du bois explosé à la vapeur, ça fonctionne super bien. Parce que la plupart des champignons qu'on utilise pour ça, c'est ce qu'on appelle des champignons lignivores. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, quand on parlait des composants du bois, je vous ai parlé de la lignine, qui est un des composants du bois. Les champignons lignivores, c'est des champignons qui mangent la lignine. Et il se trouve que quand vous faites exploser à la vapeur du bois, vous allez vous allez séparer du coup les différents composants, la cellulose, la lignine, vous allez plus ou moins les séparer. Et très souvent, la lignine va se redéposer en surface sur les copeaux. Et donc, vous allez augmenter finalement la surface de contact entre votre morceau de bois et les champignons qui vont pouvoir aller grignoter la lignine. Et vous allez faire des mycocomposites de bien meilleure qualité que si vous prenez du bois qui n'a pas été, traité à la vapeur. Donc voilà, il y a plein de types d'applications possibles. Et même sans parler de mycocomposites, je vous parlais des panneaux de particules. Avec l'explosion vapeur, on peut faire des panneaux de particules tout simplement sans colle. Parce que la lignine, c'est une molécule qui est thermoplastique, c'est-à-dire que quand vous la chauffez, elle fond, et quand vous la refroidissez, elle redurcit. Vu que la lignine se dépose en surface du bois, si vous passez ça dans une presse à chaud, et que du coup vous l'aplatissez très fort en chauffant, et qu'ensuite vous laissez refroidir, la lignine va jouer le rôle de colle naturelle, et vous pouvez faire des panneaux de particules sans aucun ajout de colle. Donc il y a vraiment plein d'applications possibles. Alors, il y a des gens dans la chatroom qui demandent des renseignements sur le cuir vegan, ce qu'on appelle le cuir vegan. Est-ce que c'est des matériaux proches ou est-ce que... Enfin, je sais pas si c'est... j'imagine que c'est des matériaux en biopolymère quelconque qui ressemblent à du cuir et qu'on appelle... Enfin, qui sont pas sourcés à partir d'animaux, quoi. Je pense que c'est plutôt des textiles synthétiques, donc c'est souvent fait, j'imagine, à partir de plastique. Alors je m'avance peut-être un peu, hein, le fait que ce soit vegan, effectivement, c'est bien parce que voilà, on n'utilise pas d'animaux, mais ça veut pas forcément dire que c'est bon pour la planète non plus. Enfin, le pétrole est vegan et du cuir vegan, du coup ça reste du cuir pétro-sourcé, donc il y aurait sûrement des travaux à faire. On n'en est pas encore là et c'est pas les sujets de recherche. Mais ça pourrait. Ok.
Tu parlais tout à l'heure de dégrader des panneaux et de les recycler. Finalement, jusqu'à où on peut aller dans réutiliser ces particules de bois, jusqu'où on peut aller et à quel point on peut réutiliser ces matériaux, un certain nombre de fois? Alors dans l'idée, il faudrait réussir à les utiliser le plus grand nombre de fois possible. Si on arrivait à recycler 100% des panneaux et que les fibres étaient jamais dégradées, il y aurait plus du tout besoin de couper d'arbres et on pourrait vivre en cycle fermé comme ça, ce serait le bonheur. Dans la réalité, les fibres, elles vont quand même se dégrader, donc on ne pourra pas le faire éternellement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup cette question-là dans les recherches sur le bois en général, et pas que sur l'échelle de la fibre, de savoir comment garder le plus longtemps possible le bois dans ce cycle d'objets et d'utilisation. En réalité, il y a plusieurs manières de valoriser le bois. On peut en faire de la charpente, on peut en faire des panneaux de particules, mais on peut aussi en faire du bois de chauffage et des granulés à bois, par exemple. C'est un peu dommage de couper un arbre et directement de le transformer en granulé à bois pour le brûler. Et donc souvent, ce qu'on essaye de faire de plus en plus, c'est d'utiliser d'abord le bois pour en faire de la charpente. Lorsque la charpente est trop vieille et qu'il faut la changer, plutôt que juste de la détruire, on va la démonter, puis on va en faire des objets un peu plus petits. Et puis ensuite, quand on peut plus rien en faire, on va en faire du panneau de particules. Et puis quand on peut plus en faire du panneau de particules, on va extraire des molécules d'intérêt dedans. Et ensuite, en fin de chaîne, on va le brûler. Donc en fait, plus on va réussir à garder le bois longtemps dans cette boucle-là, et moins il y aura besoin de couper d'arbres aussi pour ce genre d'utilisation. Alors, je sais pas, si vous avez d'autres questions dans l'équipe? Il y a pas trop de questions dans la chatroom en tout cas, sur le procédé? Non. Là actuellement alors question, tu as peut-être pas la réponse, hein, c'est une question assez vaste, mais on en est où d'avoir, une économie circulaire complète sur le bois? C'est une bonne question. Après, c'est vrai que moi, du coup, je suis plus un technicien qui a le nez dans le guidon, enfin, sur ce sujet-là. C'est vrai que je m'intéresse à la filière aussi dans son ensemble, mais il faudrait demander ça à un économiste ou à quelqu'un qui a plus de recul là-dessus. Il y a des gros efforts quand même qui sont faits, hein, et les travaux de recherche qui se passent dans les labos, ça reste pas dans les cartons. Il y a des vraies applications de choses qui sont industrialisées régulièrement, et il y a des choses qui se mettent en place, ça c'est sûr. Après, de dire où on en est sur la jauge en pourcentage pour atteindre cette économie circulaire, je saurais pas dire non plus. En tout cas, moi, je trouve ça hyper chouette, de se dire qu'il y a autant de recherches innovantes un peu, sur un matériau qui est aussi, entre guillemets, «banal» que le bois et c'était hyper intéressant de découvrir tout ça, en visitant cet endroit et Oui, c'est vrai aussi que je suis pas rentré dans les choses les plus innovantes. Enfin, le textile, oui, ça peut être innovant de faire du textile fin à partir de chanvre, mais il y a des choses aussi qui peuvent être un peu plus étonnantes. Peut-être, je peux donner un dernier exemple. C'est sur les lignines, justement, un des composants donc, du bois. Quand on l'explose à la vapeur, on peut en faire des particules qui sont vraiment très fines. On en fait des nanolignines, donc qui arrivent la taille du nanomètre. Donc c'est 1 milliardième de mètre. Et lorsque la lignine est à cette taille-là, elle a des propriétés anti-UV, par exemple. Du coup, dans les crèmes solaires, par exemple, on utilise souvent des produits qui sont pas biosourcés et qui sont assez polluants. On a un doctorant au LERMAB qui s'appelle Victor Girard et qui travaille justement sur la production de filtres anti-UV à partir de lignine. oui, j'avais lu, un papier il y a quelques mois ou années, je me souviens plus, sur des équipes de recherche aussi qui travaillaient pas sur la lignine, mais sur la cellulose cette fois-ci, mais pour essayer de transformer les propriétés de la cellulose pour faire des paillettes, c'est-à-dire faire un matériau brillant, avec de la cellulose, mais qui soit du coup des paillettes, biodégradables, qui ne génèrent pas de microplastiques dans les océans. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire avec le bois, c'est assez rigolo. Ouais, et c'est vrai qu'un des freins, c'est pas spécialement le côté technique, mais c'est aussi le côté financier, économique, quoi. On fait souvent face à ça. Un exemple très concret, c'est simplement la production de bioéthanol, par exemple, à partir de bois. Tant que la production d'un litre de bioéthanol sera plus chère qu'un litre de pétrole, on n'arrivera pas à vraiment populariser ce genre de choses, quoi. Et c'est vrai que c'est assez amusant, mais souvent les personnes qui travaillent dans le bois et la valorisation du bois ont plutôt tendance à se réjouir de l'augmentation du prix du carburant, ce qui peut être très courant d'habitude.
Après, ça pose d'autres questions. Alors, bon, c'est pas spécifiquement un épisode sur les bioénergies et la bioéconomie, mais le fait de produire du bioéthanol avec des champs, ça prend quand même beaucoup d'espace que le pétrole ne prend pas parce qu'il est sous terre dans des poches de pétrole. Oui, oui, bien sûr. Après, je pensais plutôt aux déchets du bois, par exemple. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est assez complexe en général, le bois. Et c'est pareil, je donne l'impression de dire qu'il faut utiliser du bois, que c'est bien. C'est vrai si les forêts sont bien gérées, ce qui est le cas en France. On a des forêts quand même qui grandissent d'année en année. Et l'utilisation du bois est plutôt bénéfique pour les forêts françaises et pour le côté puits de carbone des forêts. Tout ce que je dis là est juste vrai dans ce contexte-là. Je parle pas du tout de ce qui peut se passer dans des cas de déforestation, l'Amazonie ou ce genre de choses. Enfin, chaque contexte est vraiment différent et il faut faire attention aussi, oui, à pas faire des raccourcis. C'est des sujets souvent complexes qui mélangent plein de choses. Il y a le côté technique, il y a le côté humain, le côté financier, enfin toutes ces choses-là. Ok, du coup, on va s'arrêter là sur cette histoire de bois et d'explosion vapeur. Merci, c'était super intéressant. Mais l'épisode n'est pas fini parce que je voulais encore qu'on parle de 2-3 trucs et notamment du pas de côté que tu as fait un peu dans ta carrière, puisque après la recherche, tu t'es réorienté vers la médiation scientifique. Et du coup, je me demandais, c'est un truc que tu as toujours fait, la médiation scientifique en parallèle de la science, ou est-ce que ça t'est venu après D'ailleurs, tu travailles toujours pour le laboratoire où tu étais en thèse, mais en tant que médiateur scientifique, c'est ça? Ouais, du coup, je faisais déjà pas mal de médiation scientifique pendant ma thèse. C'est peut-être là que j'ai vraiment commencé. Parce qu'avant ça, je savais pas vraiment que c'était quelque chose qui existait ou que c'était un métier. Enfin, pour moi, c'était Fred et Jamy, la médiation, et c'est tout, quoi. Puis je me suis rendu compte qu'on pouvait faire plein d'autres choses dans plein d'autres formats. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait ma thèse à l'université de Lorraine, qui est quand même une université qui est assez reconnue en termes de médiation des sciences. En tout cas, c'est une université qui met les moyens et qui a une équipe assez active qui accompagne les chercheurs justement dans la médiation. Et du coup, j'ai pendant ma thèse été très entouré par cette équipe-là. J'ai participé à ma thèse en 180 secondes. J'ai créé, animé des ateliers pour les enfants, milieu carcéral. J'ai eu la chance vraiment de pouvoir essayer différents types de formats pendant ma thèse. Et à la fin de ma thèse, c'est là aussi que je me suis rendu compte que oui, ça me plaisait de faire de la recherche, mais que ça me plaisait peut-être encore plus de prendre du recul là-dessus et de créer ce lien finalement entre les sciences et la société. Et du coup, c'est comme ça qu'à la fin de ma thèse, je me suis lancé dans le projet Sciences Vagabondes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça tombait bien parce que ma compagne Mariana justement est journaliste. Et du coup, elle, c'était une journaliste qui s'intéressait aux sciences. Moi, j'étais un scientifique qui m'intéressait à la communication et au journalisme. Et du coup, on s'est plutôt bien complété sur cette aventure-là. Et je pense que c'est aussi ça, du coup, qui m'a vraiment donné ensuite le goût de la médiation, de la communication autour des sciences. On a vraiment eu la chance pendant 1 an et demi de voir comment se font les sciences et comment est communiquée la science dans des contextes vraiment très différents. On a traversé 8 pays en 1 an et demi. Et on a pu aller rencontrer des scientifiques qui travaillent dans des labos de recherche publics, comme le LERMAB, mais on est aussi allé voir comment se passe la recherche dans l'industrie, dans des ONG, dans des communautés indigènes en Amérique centrale, par exemple. Et je pense que ça m'a vraiment donné un gros recul sur la manière dont on perçoit la science, dont on la fait, et ça m'a encore plus donné envie finalement d'aller creuser ça. Et même sans aller à l'autre bout du monde, c'est vrai qu'en France, si vous discutez avec quelqu'un qui habite à la ville ou à la campagne, si vous discutez avec une personne âgée ou jeune, au final, on va tous avoir une représentation différente des sciences. Et je trouve très intéressant justement de créer des liens entre des personnes aux profils différentes et sur des sujets de science qui finalement nous unissent un peu tous. Parce que la plupart des sujets de société actuellement sont des sujets scientifiques, quoi. Qu'on parle des énergies, de la génétique, de quoi que ce soit, les vrais sujets de société sont très souvent liés aux sciences. Donc voilà, c'est un peu devenu une passion pour moi. Alors si vous voulez aller voir le film que Thibaut et Mariana ont fait, Sciences Vagabondes, je vous encourage à y aller. Il est sur YouTube, c'est super cool. C'est une bonne heure où on voyage un peu en Amérique du Sud notamment. Et du coup, je crois que c'est disponible en français et en espagnol, c'est ça? Exactement, et on l'a fait intégralement dans les 2 langues. Mariana est mexicaine.
Voilà, donc si vous êtes, hispanophone en plus, de de francophone, vous pouvez y aller, regarder les 2 versions. Est-ce qu'il y a des projets actuellement sur lesquels, tu travailles et qui ont des formats, particulièrement, originaux ou intéressants et dont tu aimerais parler? Alors, je travaille beaucoup sur un format, depuis quelque temps, qui est la réalité virtuelle. Je suis pas du tout un adepte à 100 des technologies et ce genre de choses, mais c'est vrai que le format réalité virtuelle, je le trouve super intéressant pour faire de la médiation. Ça permet vraiment d'être immergé dans certains sujets, ça permet de manipuler des objets auxquels on n'a pas accès en temps normal et je travaille du coup beaucoup avec, une personne, qui est développeur, XR qui s'appelle Fabien Essartier. Coucou Fabien, si tu nous écoutes. On a monté ensemble, du coup, notre entreprise qui s'appelle Polymathé XR et dans laquelle on propose justement à des laboratoires de recherche d'adapter leurs sujets de recherche en réalité virtuelle. Et on travaille actuellement sur l'explosion vapeur, quelle surprise. Voilà, on fait un jumeau numérique du nouveau prototype d'explosion à la vapeur pour permettre à des personnes qui connaissent pas le sujet de découvrir ce sujet-là tout en manipulant et en jouant avec le prototype sans danger en plus. Ça vous explosera pas la tête dans le casque. Donc voilà, ça fait partie des activités qui me plaisent beaucoup en ce moment. Alors, autant on voit passer beaucoup de médiation ou de vulgarisation, en BD, en vidéo et cetera. J'imagine que la VR, c'est un peu moins courant, est-ce que ça se fait beaucoup, toi qui qui as peut-être plus de références dans le domaine? Effectivement, c'est pas très courant. Il y a quelques personnes qui en font. Alors, une référence peut-être, c'est, au Muséum national d'histoire, naturelle à Paris. Ils ont un cabinet de réalité virtuelle depuis quelques années, où vous pouvez justement en immersion, vivre des expériences, de science. Voilà, il y a eux qui font ça. Il y a des projets, qui sont un peu moins connus, mais qui sont, tout aussi bien. Il y a une chercheuse de l'université de Lorraine qui s'appelle Hélène Fischer, qui est chercheuse à l'Institut Jean Labour, qui a développé justement une application de réalité virtuelle pour expliquer ses sujets de recherche. Elle l'utilise beaucoup dans une sorte de format conférence en fait où elle projette sur un grand écran ce que la personne voit dans le casque et c'est elle qui va guider la personne. Enfin, ça crée vraiment du lien entre le public, la chercheuse et la personne qui porte le casque. Donc c'est le genre de choses qui se font pas beaucoup, mais qui vont se faire de plus en plus, je pense. Après c'est pareil, hein, il existe quelques freins qui font que c'est pas très répandu. Enfin déjà il faut un casque de verre, tout le monde n'en a pas. C'est un dispositif qui coûte assez cher au développement finalement, mais il y a une vraie demande aussi là-dessus et OK. Alors on arrive très bientôt à la fin de l'épisode. Si vous voulez poser des questions dans la chatroom, c'est le moment. Et Thibaut, dernière question du coup, est-ce qu'en ce moment il y a des projets particulièrement cool, sur lesquels tu travailles et dont tu aimerais parler dans cette émission? il y en a plein. Enfin, ce que je fais me plaît, donc je saurais pas trop quoi mettre en avant. Il y a un projet peut-être, je suis en train de travailler avec la métropole du Grand Nancy sur un cycle d'événements dans les bars. Donc l'objectif, ça va être de provoquer la rencontre entre des chercheurs et le grand public dans des bars une fois par mois. Mais l'idée sera de s'éloigner du format conférence et vraiment plus de faire un format les sciences dont vous êtes le héros. Donc on aimerait scénariser les travaux de recherche d'un chercheur ou d'une chercheuse et d'amener le public en fait à prendre les décisions qu'a dû prendre le chercheur ou la chercheuse. Et vraiment, enfin, ce serait une sorte de discussion sous forme de résolution d'énigmes accompagnée par un chercheur ou une chercheuse. Enfin, c'est un projet qui est en cours de création et qui va commencer à partir de février sur un sujet passionnant. J'ai travaillé cet après-midi avec Gilles Simon, qui est chercheur au laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications, où on va pouvoir, avec lui, voir comment l'informatique a pu résoudre des gros mystères de l'histoire de l'art. Voilà, j'en dis pas plus, il faudra venir à Nancy si vous voulez, si vous voulez découvrir ça. Ça donne envie. Je l'ai pas dit, mais tu organises aussi Pint of Science à Nancy. Exactement. Voilà, tu veux nous faire un petit teasing pour le programme de Nancy cette année ou c'est trop tôt encore? Alors c'est encore un peu tôt, on n'a pas notre programme. On est en train de lancer l'appel à participation pour les chercheurs et chercheuses. On va avoir ensuite un peu de travail pour notre programme. L'an dernier, on avait besoin de 18 intervenants, on a eu une quarantaine de propositions. Donc c'est toujours très compliqué de choisir. Toutes les propositions sont bonnes et tout est intéressant.
Mais cette année, je suis sûr que ce sera très très bien. Donc tout ce qui est barre, pression et science, Thibaut, il connaît encore. C'est ça. Je peux travailler dans les bars, ça me va. Je vais peut-être essayer la VR dans les bars aussi. Bon, du coup, guettez du côté de Nancy, il y a probablement un événement dans lequel Thibaut est impliqué, quoi qu'il arrive. Eh bien, on va arriver à la fin de l'émission. Thibaut, je t'avais demandé de ramener une citation. As-tu ramené une citation ? Oui, j'ai ramené une citation. C'est une citation d'Isaac Asimov dans son livre Les Cavernes d'acier. Sa citation, c'est tous les ennuis de la vie moderne sont dus à ce qu'il y a de divorce entre la nature et nous. Voilà, je trouvais ça intéressant quand on travaille notamment avec de la matière végétale, naturelle, dans un but de technologie. J'admire beaucoup Isaac Asimov. Comme beaucoup de personnes dans l'équipe de Podcast Science, je pense, et parmi les poditeurs et poditrices de l'émission. Du coup, je pense qu'ils complimenteront ton choix de citation. Merci. Très bien. Eh ben, nous arrivons à la fin de cette émission. Elle ne manquait pas de charme, pas vrai, hein ? Touchons du bois pour qu'il y en ait beaucoup d'autres. Et on se donne rendez-vous pour les suivantes, car ambiancer vos petites oreilles avec de la science chaque semaine, c'est évidemment notre raison d'être. En attendant, merci à toutes et tous de nous écouter. Merci à toi, Thibaut, de nous avoir partagé ta science du bois. Et que servir la science soit votre joie.